On a utilisé pendant très longtemps, jusqu'à peu, l'énergie chimique qui vient des réactions toutes simples qui mettent en jeu les électrons. Avec la découverte de la radioactivité, on s'est aperçu que les noyaux d'atomes étaient susceptibles de fournir une énergie encore beaucoup plus importante. C'est l'énergie nucléaire et qu'on met déjà en œuvre dans le cas de la fusion de l'uranium, dans le cas de la fission, et qu'on essaie de développer actuellement sous une forme plus pratique avec les SMR. Dans une centrale telle qu'elle est organisée, qu'on examinera plus en détail, on trouve déjà sur le côté gauche le gros bâtiment réacteur. C'est celui qu'on reconnaît quand on passe à côté d'une centrale avec le gros dôme en béton. C'est du béton précontraint, capable de résister à une chute d'avion. Et puis, il y a des bâtiments annexes qui comportent des turbines alimentées par la vapeur produite grâce à la chaleur de la réaction de l'uranium, et puis les tours spectaculaires, les aéroréfrigérants, qui font de véritables nuages quand la centrale est en fonctionnement. Il faut juger de l'importance de la chose parce que 10 grammes d'uranium sont équivalents à peu près à 1 tonne de charbon, 10 000 kWh. C'est franchement énorme. Tout ça s'est mis en place avec un produit qu'on trouve dans la nature, qui est assez répandu, c'est l'uranium. L'uranium qui existe sous deux formes, l'uranium 235 et l'uranium 238. L'uranium 235, ils s'appellent tous les deux uranium parce qu'ils ont tous les deux 92 protons. La différence entre les deux, c'est que l'uranium 235 a 143 neutrons, l'uranium 238 en a 146. Et les neutrons sont responsables de la cohésion du noyau. C'est eux qui font la solidité du noyau. Et on s'en aperçoit dans tous les produits du tableau de Mendeleïev, c'est vrai. Et là, quand on arrive sur ces gros atomes, il faut plus de neutrons que de protons. Dans l'uranium naturel, il y a 0,7% d'uranium 235, alors qu'il y a 99,3% d'uranium 238. Malheureusement, c'est le 235 qui est intéressant. C'est celui qui donne la réaction de fission, la réaction la plus utilisée dans les réacteurs qui fonctionnent actuellement en France. Le schéma de la réaction est tout à fait simple, même si la mise en œuvre est délicate. Un neutron pas trop rapide, donc on dit thermalisé, c'est vers 2 km par seconde, frappe un noyau d'uranium 235, il pénètre le noyau d'uranium 235, c'est instable, le noyau se casse en deux morceaux de taille assez équivalente, et quand les protons et les neutrons se réorganisent dans ces deux morceaux, il y a un excédent de 2 à 3 neutrons par fission d'un atome d'uranium. Donc, ces neutrons qui sont produits, à condition d'être ralentis dans nos centrales, c'est ralenti par de l'eau ordinaire, ces neutrons sont capables de provoquer à nouveau des fissions d'uranium 235. Pour que la réaction puisse se produire, il faut quand même que les neutrons émis lors de la fission de l'uranium 235 rencontrent à nouveau un noyau d'uranium 235. Donc, moins c'est concentré, moins il y a d'uranium 235, moins il y a de chances de collision. Donc, on a estimé l'optimum, c'est arriver aux environs de 5% d'uranium 235 dans le mélange qu'on met dans la centrale, c'est ce qui convient le mieux.
On a fait des réacteurs à uranium naturel, mais ce n'est pas l'optimum. Il faut donc, à partir de l'uranium naturel, arriver à un uranium qui contient de l'ordre, donc on a dit de 5% d'uranium 235, le reste étant de l'uranium 238. Et ça, ce n'est pas une opération simple à faire du tout, parce qu'il faut séparer deux produits de masse très voisine, 235 et 238. En fait, même pour faire cette séparation, on va passer à l'état gazeux, c'est-à-dire qu'on fait de l'hexafluorure d'uranium, donc on fait réagir l'acide chlorhydrique sur l'uranium, on obtient un hexafluorure qui a la bonne idée d'être gazeux à 60 degrés. Donc, on fait l'hexafluorure d'uranium, on obtient le gaz à 60 degrés, on l'envoie dans une centrifugeuse. Donc, l'uranium enrichi en uranium 235 sort d'un côté, l'uranium résiduel sort de l'autre côté. L'uranium enrichi en uranium 235 est envoyé sur une deuxième centrifugeuse et à cette deuxième centrifugeuse, il est à nouveau enrichi, mais le sous-produit, l'uranium qui a été injecté ressort un peu appauvri, mais peut convenir pour un étage précédent. Ce qui fait que dans un ensemble de centrifugeuses, comme on en voit là sur l'écran, on a deux courants de circulation. Un courant dans un sens avec de l'uranium progressivement enrichi en uranium 235 et dans l'autre sens, de l'uranium progressivement appauvri en uranium 235 et on a fait le compromis de s'arrêter à un pourcentage de 0,25% d'uranium 235, c'est-à-dire qu'on accepte de perdre déjà une partie de l'uranium 235 qu'on avait au départ. Cet uranium appauvri ne pose pas de problème particulier, il est stocké et il a même été utilisé à des usages divers. Là, je repensais, comme c'est un métal très dense, on en a utilisé pour lester la quille du Penduic 4 de Eric Tabarly. Nous voici donc avec de l'uranium enrichi à environ 5%, ça dépend des cas. On ne garde pas l'hexafluorure, on repasse à l'état d'oxyde d'uranium que l'on met en pastilles et ces pastilles sont insérées dans des tubes qui sont réunis dans des assemblages. Donc là, l'assemblage que vous voyez doit comporter 256 tubes qui contiennent des pastilles d'uranium. Alors l'assemblage doit avoir quelque chose comme 5 mètres de haut. Donc ce n'est pas une mince affaire. Et les assemblages sont disposés bien géométriquement au fond de la cuve du réacteur que voici. Alors, dans un premier temps, sur la partie gauche, on voit deux choses différentes. Il y a donc les assemblages dont on vient de parler et en plus, pour contrôler la réaction, un ensemble de barres qui contiennent du bore ou d'autres produits capables d'arrêter le flux de neutrons. Donc, les barres étant plus ou moins engagées, on peut réduire ou augmenter le flux de neutrons, donc augmenter le flux thermique qui sortira de la centrale. Il n'y a pas que les barres de fonctionnement, de contrôle qui interviennent, il y a aussi tout un jeu de barres de sécurité qui, elles, tombent au moindre incident entre les assemblages dont on vient de parler et qui bloquent le flux de neutrons et qui arrêtent donc la réaction de l'uranium 235 sans arrêter toutefois le dégagement de chaleur qui est dû à un bon nombre de sous-produits de la réaction qui se sont formés. À droite, on voit les barres qui dépassent de la cuve et la couleur bleue est due à l'irradiation de l'eau par les produits radioactifs qui sont en bas de la cuve.
Alors, tout ça, c'est bien, mais on peut se poser la question du rendement, qui n'est pas évidente. On sait que la machine à vapeur a commencé avec des rendements faibles et qu'elle est restée toujours avec des rendements relativement insuffisants, sauf dans les centrales thermiques où on a pu atteindre des températures assez élevées pour améliorer le rendement. Pour les centrales nucléaires, on est limité en température par les propriétés de l'eau. L'eau ne peut pas ne peut pas rester liquide, quelle que soit la pression, à une température supérieure à 330 degrés. Donc, pour que ça fonctionne le mieux possible, on a besoin d'eau la plus chaude possible. Donc, on va aller aux environs de 330 degrés. Mais pour arriver à ça, il faut établir une pression importante et c'est une pression de 155 fois la pression atmosphérique qui est appliquée. Le résultat, c'est compte tenu de la température de la vapeur qu'on peut récupérer, l'eau chaude du circuit primaire donc, qui baigne les assemblages contenant l'uranium, cette eau chaude à 320 degrés passe dans un échangeur de chaleur où l'eau d'un second circuit vient se transformer en vapeur et actionne des turbines. Cette vapeur, il faut la condenser, donc il y a un condenseur, et c'est la différence de température entre la vapeur et l'eau du condenseur qui détermine le rendement, c'est le principe de Carnot. Et on sait que pour 1300 watts électriques, pour 1300 mégawatts électriques, on a 2600 mégawatts électriques à rejeter dans la nature, dans l'environnement, ce qui n'est pas sans poser de problème. Pour le cas de Cattenom, il ne faut pas trop réchauffer la Moselle. Donc, il y a un lac qui a été construit, qui a été aménagé à côté de la centrale. Comme il faut quand même assez d'eau dans la Moselle, eh bien, on a fait un barrage à pierre percée pour suppléer, le cas échéant, le débit de la Moselle. Ce n'est pas simple. En résumé, dans une centrale de type classique, de celle qu'on a, on place à peu près 70 tonnes d'oxyde d'uranium 235 enrichi à 5%. La pression, vous voyez mon petit curseur là? Non? La pression est obtenue avec un pressuriseur qui monte la pression à 155 bars. À côté, en rouge, c'est le circuit vapeur qui fonctionne entre 320 et 280 degrés. Et puis, on a le condenseur qui, lui, fonctionne avec tour de refroidissement ou circulation d'eau des fleuves voisins. Donc, il s'agit quand même d'une installation importante. Au passage, on peut remarquer que pour la circulation d'eau, on a 3 circuits bien différents. On a un premier circuit avec de l'eau qui baigne les barres où se trouve l'uranium. C'est le circuit primaire qui, lui, peut se charger petit à petit d'éléments radioactifs parce qu'il arrive que des barres d'uranium, des tubes qui contiennent l'uranium, c'est des tubes en zirconium, peuvent se fissurer éventuellement et relâcher des produits radioactifs dans l'eau. Donc, il faut absolument éviter que cette eau contaminée puisse aller à l'extérieur. Et c'est pourquoi on a un deuxième circuit qui, lui, n'a aucun rapport avec celui-là. Et le troisième circuit de refroidissement est encore considéré comme indépendant pour assurer la meilleure sécurité possible. Au bout du compte, une tonne de combustible qu'on retire de la centrale, le combustible qu'on retire de la centrale, on commence par le stocker pendant 2 à 3 ans dans une piscine attenante au bâtiment réacteur.
pour que la radioactivité diminue considérablement. Et dans le produit, tel qu'on peut le récupérer après ça, on retrouve, pour donc une tonne de combustible irradié, on retrouve 950 kg d'uranium-238 qui contient encore 1% d'uranium-235. On retrouve 10 kg de plutonium-239 et divers éléments radioactifs. Alors, j'ai mis le plutonium-239 en rouge parce que c'est un produit qui est intéressant et qu'on peut valoriser. Le plutonium-239, enfin les tubes contenant les éléments radioactifs sont transférés à l'usine de La Hague et là, ils sont sectionnés en tout petits morceaux, plongés dans des bains d'acide et de divers extractants et on peut retirer le plutonium-239. Il est intéressant, ce plutonium-239, parce qu'on peut l'utiliser, actuellement c'est déjà commencé, pour fabriquer un nouveau combustible qu'on appelle le MOX, qui contient 8% de plutonium et 92% d'uranium appauvri. L'uranium appauvri, ce n'est pas celui qu'on vient de sortir de la centrale, c'est celui qu'on a séparé avec les centrifugeuses. Donc un produit tout à fait bénin à ce moment-là. Et ça constitue avec le MOX un combustible qui permet donc un recyclage de certains déchets. À l'heure actuelle, on ne peut pas faire plusieurs recyclages du MOX. C'est une question qui est à l'étude. Toujours dans cette même technique avec la fission, on a construit, on n'est pas loin du compte, la centrale de Flamanville, l'EPR de Flamanville, qui doit faire 1650 mégawatts de puissance électrique disponible. Les avantages, je ne les détaillerai pas, d'ailleurs je ne les connais pas tous, mais on a essayé d'améliorer grandement la sécurité et puis une meilleure utilisation de l'uranium. Donc on essaie d'optimiser tous les facteurs et ça se fait petit à petit. Donc sa grande sœur vient de démarrer en Finlande. On n'est pas au bout de notre histoire parce que l'uranium-238 qu'on détournait au départ, qu'on éliminait avec les centrifugeuses pour essayer d'avoir le plus possible d'uranium-235, l'uranium-238 est fertile. C'est-à-dire qu'il peut se transformer en plutonium-239 qui, lui, est fissile au même titre que l'uranium-235. Donc, c'est un mécanisme relativement simple. Un neutron frappe un noyau d'uranium-238 et pénètre dans le noyau d'uranium-239. Il pénètre dans le noyau d'uranium-238. Là, il a une masse qui n'est pas négligeable et il nous fait passer à de l'uranium-239, c'est-à-dire avec un neutron de plus et toujours le même nombre de protons. Seulement, cet uranium-239-92, là, n'est pas stable. C'est un produit radioactif qui se dégrade, qui se désintègre assez rapidement. Le noyau se transforme par émission d'un électron, d'où le nom d'émission β-, et il perd un électron, donc il ne perd pas de masse, mais il gagne de la charge, puisqu'un neutron, qui était neutre, a laissé la place à un proton supplémentaire et un électron injecté. Et ce neptunium, comme c'est son nom, se transforme lui aussi par émission β- en plutonium-239. Donc là, on a une possibilité de valoriser à son tour l'uranium-238. Ici, je rappelle ce que je viens de vous dire, avec l'intérêt que la fission d'un atome d'uranium peut transformer plus d'un noyau de plutonium, je reprends.
la fission d'un atome d'uranium-235 provoque la transformation d'uranium-238 en plutonium-239. Mais le noyau d'uranium-235 émet plus d'un électron, plus d'un neutron, ce qui fait que, en définitive, on peut consommer de la matière radioactive, de l'uranium-235, puis plus tard du plutonium-239, tout en fabriquant du plutonium-239 et éventuellement même en fabriquant plus qu'on en consomme. C'est tout à fait original et c'est une des voies de recherche actuelles. D'autres pistes ont été étudiées, c'est le thorium. Le thorium qui, comme l'uranium-238, est fertile et qui peut donner l'uranium-233 fissile. Donc, même schéma, je ne détaille pas. Et le thorium est plus abondant que l'uranium, mais il est un peu plus difficile à mettre en œuvre. Et actuellement, on a quelques réacteurs qui fonctionnent au thorium, mais des réacteurs d'études. Voilà pour ce qui est des centrales, des processus nucléaires actuellement mis en œuvre de façon assez courante. On ne s'en tient pas là dans le domaine du nucléaire. C'est qu'on serait bien intéressé par des réactions qui, comme celles qui se produisent dans le Soleil, fournissent une énergie presque infinie à partir de l'hydrogène qui est très répandu dans l'univers. Donc ça, c'est une question à venir pour le moment. Regardons un peu comment ça peut se présenter. L'hydrogène que l'on connaît est très abondant dans la nature, mais dans des composés chimiques, en particulier l'eau. On a un produit, un isotope de l'hydrogène, le deutérium, qui comporte un proton, mais un neutron en plus, et seulement un électron, et un troisième isotope, le tritium, qui lui comporte un proton et deux neutrons. Et quand on regarde les énergies dans les noyaux, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'énergie à gagner en passant du deutérium et du tritium à de l'hélium. C'est ce qu'on va voir ici. Sur la partie gauche, on imagine un noyau de deutérium et un noyau de tritium qui s'approchent suffisamment l'un de l'autre pour fusionner, c'est-à-dire se regrouper, donner un noyau d'hélium avec deux protons, deux neutrons et un neutron excédentaire. Alors, sur le papier, c'est joli. Sur les calculs qu'on peut faire d'énergie à l'intérieur du noyau, c'est très bien, c'est très énergétique. L'ennui, c'est qu'il faut approcher le noyau de deutérium qui est positif, du noyau de tritium qui est lui aussi positif, et cela, ça n'est pas du tout facile, et ça ne peut s'obtenir que dans des conditions exceptionnelles de température. Il faut atteindre des températures supérieures à 100 millions de degrés pour qu'un gaz puisse arriver à cette réaction. Sur la partie droite, on va voir comment on peut envisager de résoudre le problème du lithium, du tritium. On a trois isotopes, hydrogène, deutérium, tritium. Hydrogène abondant, deutérium abondant parce que en pourcentage très faible, mais dans l'eau de mer. C'est-à-dire que l'eau de mer contient une très petite proportion, que je vais redonner,
très petite proportion, 0,0115% d'hydrogène, de l'hydrogène, de l'eau de mer et du deutérium. Donc ça s'obtient bien, on en a déjà produit de bonnes quantités. Ça a été un produit important au moment des débuts des réactions nucléaires. Le tritium n'est pas stable. C'est un gaz qui est radioactif et dont la période est d'une douzaine d'années. C'est-à-dire qu'au bout de 12 ans, on a perdu la moitié du lithium, du tritium. Et il faut le préparer. Et l'idée astucieuse qui a été émise, c'est de le préparer à partir du lithium. Un neutron qui frappe un atome de lithium peut donner naissance à un atome, un noyau d'hélium et un noyau de tritium. Alors cette réaction, on pourrait envisager de la faire dans le réacteur nucléaire où on recueille des neutrons produits lors de la fusion. Arrivons à des choses un peu plus pratiques. Oui, on si envisage tu peux terminer en 5 bonnes minutes, ce serait bien pour qu'on un peu oui. Mais vas-y, avance, c'est bon. Alors, dans le tokamak, on fait un plasma, c'est-à-dire que c'est sous très faible pression, on élève la température et à ce moment-là, à l'intérieur, on maintient les choses en place pour que ça ne se reproduise pas contre les parois avec des champs magnétiques très importants. Pour la deuxième voie de recherche, on a des petites billes en blanc sur l'image, des petites billes qui contiennent du deutérium et du tritium et qui sont, pour une forme de technique, encapsulées dans de l'or. Des faisceaux laser éclairent ça fortement et on atteint la température d'ignition et la réaction de ce produit. Tout ça, ça aboutit au projet ITER, un projet commun à 35 pays qui, dans un tokamak d'une certaine taille, devrait produire 500 mégawatts électriques alors qu'on n'aura utilisé que 50 mégawatts pour assurer le chauffage du plasma. On envisage en décembre 2025 un premier plasma, en décembre 2035 un essai avec le deutérium et le tritium. Et voici l'allure actuelle, ou pas très ancienne, bâtiment qui abrite ITER. Il faut voir que là, tout est à une dimension exceptionnelle. Le volume du tokamak, la chambre intérieure, c'est 800 cubes. On en est là dans une grosse installation. Maintenant, les sont qui est 200 à 300 mètres, un peu plus. C'est facile à construire en usine, tout est intégré et qu'on pourrait adapter à des situations particulières. Là, voilà une image de la cuve du réacteur du sous-marin nucléaire, le Terrible. Autre voie de recherche pour des mini-réacteurs, c'est la voie Astrid. C'est un projet qui avait été développé par le CEA qui utilise du plutonium. Il aurait fait 600 mégawatts sur le papier, mais ça a été abandonné. Et il est surtout refroidi par du sodium liquide. Le sodium liquide a l'avantage de pouvoir aller à des températures de 400 à 550 degrés, ce qui améliore nettement le rendement des centrales. Autre voie, le réactif nucléaire, le combustible nucléaire, n'est plus en pastilles d'oxyde d'uranium, mais il est dissous dans des sels comme chlorure ou fluorure. Et ça présente certains avantages de traitement. On voit à côté la partie retraitement. On peut faire circuler ce liquide et
lui retirer éventuellement des déchets radioactifs, réinjecter des produits neufs. Donc, c'est une idée qui est à suivre, avec des problèmes de sécurité qui sont bien résolus, en particulier, dans certains cas, c'est un bouchon de sel fondu, de sel solidifié, qui est à la base de la cuve. S'il y a un échauffement trop grand, ce bouchon fond et le produit radioactif, celui qui fait marcher la centrale, est évacué. Donc, il faut envisager éventuellement, avec ces petits réacteurs, de trouver le bon usage pour le bon réacteur. Bon, quand on utilise un modérateur, uranium-235, modérateur haut, on peut faire de l'électricité, c'est ce qu'on fait. On peut alimenter en chaleur une usine qui fabrique du papier. On peut alimenter un réseau de chaleur. Avec le sodium ou le plomb fondu, on peut faire de l'électricité avec un meilleur rendement, mais on peut réaliser un certain nombre de réactions chimiques. Avec les petits réacteurs, avec des sels fondus, on peut atteindre 800 degrés et fabriquer de l'hydrogène vert avec des réactions faisant intervenir le soufre à deux températures différentes. Et on a aussi des réacteurs dont on n'a pas parlé encore, qui utilisent comme fluide refroidisseur le dioxyde de carbone ou l'hélium. Et là, en utilisant un modérateur comme le graphite, on peut obtenir des températures de 800-900 degrés, donc aussi adaptées à la production d'hydrogène vert. Alors, est-ce que les SMR, ces petites centrales, ont un grand avenir? Ben, c'est pas à moi de le dire, mais on se rend compte que de grands groupes industriels sont prêts à se lancer dans la compétition économique. Rolls-Royce, par exemple, s'est déjà manifesté avec l'idée de fabriquer de tels réacteurs. Il y a des laboratoires dans le monde entier qui font des recherches sur les combustibles, les matériaux, les modérateurs, les produits qui évacuent bien la chaleur. Donc, les SMR ont sans doute de l'avenir, lequel, je ne sais pas exactement. Ce qui se fait actuellement en Russie, c'est un générateur de 50 MW pour une mise en service en 2028 pour alimenter la plateforme d'une mine en Sibérie. Et la Chine met en construction une centrale capable d'alimenter 500 000 foyers. Donc, c'est une centrale de petite dimension. Les États-Unis ont un projet NuScale de 12 petites unités de 60 MW qu'on pourrait coupler ensemble ou une par une. TerraPower a un projet de centrale de 350 MW qui, lui, aurait, dans le projet, serait associé à une réserve de sel fondu qui permettrait de produire de l'électricité en cas de demande supplémentaire. Et la France a un projet NOWARD de 2 fois 170 MW eau pressurisée. Alors, les réserves d'énergie, bref, selon les procédés, elles sont minimes ou très grandes. L'uranium 235 strict, bon, c'est quelques dizaines d'années, sans doute un peu plus. Si on adjoint l'uranium 238, qui est bien en valeur dans les réacteurs à neutrons rapides, alors là, on multiplie presque par 100 les réserves d'énergie de l'uranium naturel. Et si on ajoute à ça le thorium 232, on fait encore 3 fois plus que l'uranium 235 et l'uranium 238 réunis. Donc, en principe, on a de quoi voir venir.
à condition de mettre au point les réacteurs adaptés, ce qui n'est pas le cas actuellement pour tous les types, pour toutes les filières. Et il nous reste à espérer qu'on arrivera quand même à produire assez d'électricité pour éclairer le monde. Voilà, je vous remercie pour votre patience. Mais merci Michel, c'est fort intéressant et merci pour tout le temps que tu as passé parce que tu as fait un grand travail de recherche hein, pour refaire tous ces transparents et rassembler cette. Merci beaucoup. Alors on passe aux questions. Bernard, tu veux peut-être parler, Bernard? Alors moi, je voudrais dire que Michel Clodon a fait un travail remarquable. C'était extrêmement pédagogique ce qu'il a fait. Et je lui tire mon chapeau. C'est vrai qu'il a bien Ah, développé. merci. Merci Michel. Oui. Alors c'est parfois compliqué hein, aussi. Hein, donc il y a des questions techniques ou générales. Gérard, tu veux peut-être compléter Gérard Bonhomme, parce qu'il y a plusieurs Gérard. Non Merci. Merci Michel, surtout d'avoir parlé de mon sujet propre de recherche qui est la fusion en donnant les choses telles qu'elles sont. Moi, j'ai simplement des photos beaucoup plus récentes d'ITER puisque j'y étais sur le site il y a 15 jours, 3 semaines. Mais bon, mais je pense que effectivement, ça vaut la peine de creuser après les différentes pistes de SMR parce que c'est un sujet comment, il y a une renaissance dans tous ces domaines. Il y a beaucoup de startups qui sont à l'œuvre en dehors des grands groupes internationaux. Et donc, c'est assez ouvert finalement. C'est assez ouvert, ce renouveau du nucléaire qui est en train de se faire par le biais de nouvelles filières, et de la 4e génération surtout. Ouais, je peux ajouter quand même dans les possibilités de CSMR, c'est la possibilité de cogénération. C'est-à-dire que dans un petit endroit, on peut faire de l'électricité, un réseau de chauffage et adapter vraiment aux problèmes posés. C'est tout à fait juste puisque il ne faut pas oublier les énormes besoins en chaleur de nos sociétés. Et c'est quand même un sacré gaspillage de rejeter 2/3 de la chaleur pour chauffer les poissons. Et puis, il y a 3000 centrales au charbon dans le monde qui font de l'ordre de 300 mégawatts ou un peu plus, un peu moins, qu'il va falloir convertir et remplacer par autre chose. Oui. Et les SMR sont tout à fait indiqués pour remplacer ces centrales à charbon. Je voudrais ajouter aussi une chose, c'est que pour le projet NUWARD, qui est le projet français, on va couler le premier béton en 2030. Hein. Donc, il est avancé. L'avant-projet sommaire est fait. Ils sont en train de faire l'avant-projet détaillé. Et les Américains sont très partants. Enfin, ils sont déjà en train en discussion préférentielle avec l'Ukraine pour installer le NuScale en Ukraine. Il n'y a pas que il y a les Américains, les Chinois, les Russes, les Français, il y a beaucoup d'autres pays, mais ça marche très fort actuellement dans le monde, ces projets SMR. Alors, il y a un point sur lequel je rajouterai quelque chose quand même, c'est au niveau des espoirs de réduction des déchets nucléaires, parce que c'est effectivement un problème actuellement. Non seulement il y a le fait que si on se limite à l'uranium 235, les réserves de combustible sont limitées, mais il y a aussi, avec les réacteurs de 4e génération, l'ouverture de pistes très efficaces pour réduire terriblement la toxicité des déchets. Donc, Michel n'a pas complètement détaillé, mais ce n'était pas le propos, détaillé ce qui constituait les déchets radioactifs de haute activité, parce qu'il n'y a pas que le plutonium, il y a d'autres noyaux lourds qui gagnent des neutrons et qui sont ce qu'on appelle les actinides mineurs, les transuraniens, qui sont
la principale cause de la radiotoxicité à très longue durée de vie des déchets actuels, en dehors du plutonium. Et en fait, il y a le premier d'entre eux qui est l'américium. Et si on faisait un retraitement plus profond, en extrayant séparant non seulement l'uranium 230, le plutonium, mais aussi l'américium, on diviserait pratiquement par 10 la radiotoxicité des déchets. Et du coup, les seuls déchets qui sont vraiment gênants, enfin qu'on peut pas, dont on ne peut pas faire grand-chose, dont on ne peut rien faire, qui sont les produits de fission, donc les noyaux coupés en deux, les demi-noyaux. Ceux-là, ils sont beaucoup moins gênants, puisque au bout de disons, 300 ans. quelques centaines d'années, 300 ans typiquement, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Et d'ailleurs, bon, et donc ceux-là, ils posent pas de problème au niveau du stockage. Donc évidemment, si on peut valoriser, parce que valoriser dans les réacteurs de 4e génération les produits qui en même temps sont ceux qui sont gênants et dangereux pour le stockage, pour les déchets, eh bien, on gagne sur plusieurs tableaux. On aura d'autres conférences sur le nucléaire, donc on parlera de l'EPR donc en janvier, de 4e génération en février, et peut-être des déchets encore ensuite après. Hein. On a prévu un cycle de formation interne en fait. Donc on va reprendre chacun des sujets un par mois. Et c'est le groupe énergie qui va assurer toutes ces présentations. Alors peut-être d'autres questions, ou je ne sais pas, peut-être que ce sera enregistré, donc vous pourrez revoir hein, pour réviser, c'est compliqué, hein, c'est sûr, hein, mais allez-y, Maxime. Ouais, moi j'avais une question plutôt sur, bon, j'ai compris que les SMR, ça n'allait pas remplacer les centrales ou l'EPR parce que c'est les plus petites puissances. Je me posais la question de où est-ce que ça serait installé sur le territoire par rapport aux autres installations existantes. Est-ce qu'il y a un intérêt à les installer à certains endroits, alors peut-être près des villes pour mettre en place des réseaux de chaleur? Je me pose quand même la question de l'acceptabilité de ça. Voilà, donc est-ce qu'il y a des réflexions sur l'aménagement de l'implantation de ces SMR? Alors, on peut dire une chose, c'est que en France, on va construire un SMR, un UARD, pour servir de démonstrateur pour le vendre à l'étranger. Il est évident qu'on n'a pas tellement besoin de SMR en France. Il vaut mieux fabriquer des EPR. Le coût du mégawattheure d'un SMR, c'est en gros 50% de plus que de celui d'un EPR. Donc, il n'y a pas tellement d'intérêt à construire beaucoup de SMR en France pour faire de l'électricité. Par contre, ce qu'on vise en France, c'est de le vendre à l'étranger énormément. Et pour ça, il faut qu'il y en ait au moins un qui fonctionne en France. C'est le discours d'EDF à l'heure actuelle qui est le pilote du projet. D'accord, c'est vrai qu'on a des îles à alimenter qui sont, pour l'instant, fournissent au fioul. Hein. Vous savez que les climatiseurs de rue, je crois que c'est aujourd'hui, on en parlait à la radio, justement, les climatiseurs sont alimentés par des centrales au fioul, hein, en Martinique ou en Guadeloupe. Ouais, alors, là, les climatiseurs de rue, hein, qui est vraiment les climatiseurs qui sont dans la rue, comme nous. Oui, Dominique? Oui, un petit peu à la suite de la question de Maxime. Bon, il y a 1 ou 2 ou 3 automnes, on a été obligé de réduire la production nucléaire à cause du manque d'eau dans les rivières. Est-ce que l'avenir, ce n'est pas plutôt les centrales au bord de mer? Probablement, mais EDF compte mettre un EPR dans la vallée du Rhône. Donc, on n'abandonne pas les rivières. D'accord. Alors, encore oui, Gérard Bronner. Oui, bonjour Gérard, à toi. On t'entend, je crois. Oui, mais j'avais coupé mon… Oui, attends, j'avais dit quelque chose qu'on n'a pas entendu. Je dis, c'est dommage qu'on ait abandonné le Rhin. Ah oui, tu voulais dire qu'on va abandonner le Rhin, c'est ça que tu dis? Non, non, oui. Mais pour ses capacités de refroidissement qui sont bien meilleures que celles de la Moselle.
Mhm. Alors, à l'autre Gérard maintenant. Je ne sais pas si vous m'entendez là, oui. Oui, c'est bon. Oui. Il a été dit à plusieurs reprises que les réserves étaient limitées. Et quand on dit réserve limitée, c'est sous-entendu quelques dizaines d'années, voire une centaine d'années. C'est ce que j'ai retenu. Enfin, bon, peut-être allez-vous me contredire, c'est possible, mais enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu. Ce qui revient à dire, en d'autres termes, que on va dans une direction qui, par nature, est limitée. Donc, j'aurais aimé d'ailleurs avoir une comparaison entre négaTEP et négawatt. Parce que si j'ai bien compris, enfin, moi j'essaie de comprendre, hein, si j'ai bien compris, négawatt a une tendance beaucoup plus, on va dire, écologique, je ne sais pas si c'est le bon terme, enfin, joue plus l'efficacité et la sobriété que négaTEP, si j'ai bien compris, alors que négaTEP souhaite conserver le même mode de vie, on va dire, en utilisant, et j'essaie de comprendre, hein, pour l'instant je ne fais pas de critique, j'essaie simplement de positionner des éléments et de comprendre ce qui se passe. négaTEP, si j'ai bien compris, souhaite que l'on ait un mode de vie, que l'on ait une quantité d'énergie dans le futur similaire à celle que l'on a, alors que négawatt joue sur un registre, dirons-nous, plus de sobriété et d'efficacité. Oui, alors en réponse peut-être. C'est un vaste sujet. Oui. Je souhaiterais avoir des réponses sur ces points-là. Je peux répondre. Oui, Gérard, je t'en prie, oui. Alors, sur le premier point, sur les réserves en combustible, Michel a donné les chiffres. Il a donné les chiffres, si on passe à des réacteurs de 4e génération, on peut utiliser l'uranium 238 et il a donné le chiffre. C'est un facteur 100. C'est-à-dire que si on regarde les choses avec la consommation actuelle, c'est plusieurs milliers d'années de réserves. Donc, le problème des réserves de combustible pour la fission ne se pose pas, à condition de passer à la 4e génération, évidemment. Maintenant, pour ce qui est de la comparaison entre négaTEP et négawatt, effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais approfondir. Je n'ai pas eu le temps de compléter les tableaux, les diagrammes, mais ce qui est clair, c'est que négawatt fait l'hypothèse d'une diminution drastique en comptant sur la sobriété, forcée sans doute, d'une réduction drastique de la consommation finale. Ce qui me paraît contradictoire, c'est qu'en même temps, ils vont réduire fortement la consommation d'électricité. Or, je ne vois pas comment on peut se passer des combustibles fossiles qui concernent encore, comme je l'ai montré, 61% de notre consommation d'énergie primaire, finale, pardon. Je ne vois pas comment on peut se passer des fossiles sans augmenter la part de l'électricité, que ce soit pour la mobilité, que ce soit pour installer des pompes à chaleur, etc. Donc, ça me paraît absolument pas possible déjà une telle réduction de la consommation d'énergie finale et ensuite une réduction presque dans un rapport comparable de la consommation d'électricité. Bien, il est tard, hein, je n'ai pas encore eu de questions, Oui. peut-être avec questions courtes, réponses courtes, peut-être, si vous avez des questions. Et sinon, on va conclure, il est 20h. Oui, Bernard, tu veux intervenir? Non, je suis obligé de partir, hein, excusez-moi. On va conclure, on vous remercie, hein, je crois que c'était fort intéressant, on a abordé pas mal de questions. Pas d'autres questions rentrées, donc je remercie les deux intervenants et puis votre participation. Et je vais terminer en partageant mon écran pour vous dire